Bonjour à toutes et à tous. Alors, le siècle des Lumières, ce n'est pas juste un chapitre de manuel d'histoire. Non, il faut l'imaginer comme un véritable champ de bataille. Une époque où des écrivains, des philosophes ont osé affronter des siècles de pensée unique, d'obscurantisme. Leur seule arme? Une plume. Leur munition? Les idées. Ensemble, on va décrypter comment cette révolution des esprits a totalement forgé notre monde moderne. La question qui va être le fil rouge de toute notre analyse et qui est, vous vous en doutez, au cœur des attentes pour le baccalauréat, c'est bien celle-ci. Comment la littérature d'idées, donc le pouvoir des mots, a-t-elle pu transformer aussi profondément la société du XVIIIe siècle? C'est une véritable enquête que l'on va mener sur la puissance de l'écrit face au pouvoir en place. Pour répondre à cette problématique, on va suivre un plan très structuré, comme on l'attend de vous à l'examen. D'abord, on posera les fondations. Le contexte, c'est indispensable. Ensuite, on verra les grands combats menés par les philosophes. Troisième temps, on analysera leurs armes, c'est-à-dire leur stratégie littéraire. Et enfin, le plus important pour la réussite, on verra concrètement comment mobiliser tout ça le jour J. Allez, c'est parti pour notre première partie. Le contexte. C'est le socle. Pour bien analyser un texte des Lumières, il est absolument fondamental de comprendre le terreau historique et intellectuel dans lequel il est né. Sans ça, on passe à côté de l'essentiel. Alors, le mot lumière lui-même, c'est une métaphore et elle est particulièrement parlante. Elle oppose quoi? Eh bien, la lumière de la connaissance, de la raison, du progrès, aux ténèbres, c'est-à-dire à l'ignorance, aux préjugés, à la superstition. C'est l'idée que la raison humaine peut éclairer le monde et sortir l'humanité de disons, de son immaturité intellectuelle. Pour se repérer dans le temps, retenons 3 dates clés. 1715, c'est la mort de Louis XIV, la fin d'un très long règne autoritaire qui libère en quelque sorte la parole. Ensuite, 1751, c'est le début de la publication de l'encyclopédie, le projet intellectuel titanesque du siècle. Et enfin, 1789, bien sûr, la Révolution française, qui est en quelque sorte l'aboutissement politique, parfois sanglant, de toutes ces idées. Voici 5 notions à graver dans votre mémoire. Ce sont vraiment les piliers du mouvement. D'abord, l'esprit critique, tout remettre en question, ne rien accepter comme une vérité révélée. Ensuite, la liberté avec un grand L, de penser, de s'exprimer. Troisièmement, l'égalité, l'idée folle à l'époque que tous les hommes naissent égaux en droit. Quatrièmement, la diffusion des savoirs, parce que pour être libre, il faut être éclairé. Et enfin, l'argumentation, qui est l'outil pour convaincre par la raison et non par la force. On passe à la deuxième partie. Les philosophes ne sont pas juste des penseurs dans leur coin, hein. Ils sont au cœur de la mêlée. Ils mènent un véritable combat, sur plusieurs fronts, pour l'émancipation de l'individu. Voyons ça de plus près. Premier front, la lutte sans merci contre l'intolérance religieuse et le fanatisme. Et là, on a un exemple parfait avec Voltaire. Regardez cette ironie féroce dans Candide. Il décrit un auto-da-fé, une cérémonie barbare, comme un secret infaillible contre les tremblements de terre. C'est terrible, mais c'est génial. En faisant ça, il ne se contente pas de critiquer, il ridiculise la superstition, il expose sa logique absurde et criminelle. C'est une véritable démolition par l'humour noir. Deuxième front, et il est tout aussi important, le front social et économique. Avec cette citation de Mercier, on change de registre. Ici, l'attaque est frontale, directe. Il identifie clairement la concentration extrême des richesses comme la source des maux de la société. On ne critique plus seulement les privilèges liés à la naissance, mais la structure même de l'inégalité économique. C'est extrêmement moderne. Et enfin, le troisième front, celui de la dignité humaine universelle. Cette proclamation de Louis Delgrès, qui se bat contre le rétablissement de l'esclavage, c'est l'illustration parfaite de l'application concrète des idées des Lumières. La résistance à l'oppression, qui est un concept philosophique, devient ici un droit naturel, une justification à l'action, à la rébellion même. La philosophie descend dans la rue. D'accord? Mais comment on mène un combat pareil quand on est un écrivain? Eh bien, l'arme principale des philosophes, c'est la littérature elle-même. Et on va voir qu'ils ont su développer des stratégies argumentatives incroyablement variées et très ingénieuses, notamment pour déjouer la censure. Ce tableau résume bien les choses. Chaque grand philosophe a son genre de prédilection, sa stratégie. Montesquieu, avec son roman par lettres, Les Lettres persanes, utilise le regard faussement naïf d'étrangers pour critiquer la société française. Voltaire, on l'a vu, c'est le maître de l'ironie dans ses contes philosophiques. Diderot, lui, c'est le chef d'orchestre du savoir avec l'encyclopédie. Et Rousseau, plus personnel, explore l'âme humaine et le contrat social à travers ses essais ou ses confessions. Alors là, attention, c'est un point de méthode absolument crucial pour l'analyse de texte. Il faut savoir distinguer l'argumentation directe de l'argumentation indirecte.
L'argumentation directe, c'est quand l'auteur expose sa thèse clairement, sans détour. Pensez à un article de l'encyclopédie. L'argumentation indirecte, elle, est plus rusée. Elle passe par la fiction, par une histoire, comme l'apologue des troglodytes chez Montesquieu, pour amener le lecteur à réfléchir et à tirer lui-même les conclusions. C'est souvent bien plus efficace et moins risqué face aux censeurs du roi. Regardez bien ce chiffre. 60 000. C'est à peu près le nombre d'articles que contient l'encyclopédie. Ce n'est pas un simple dictionnaire, c'est une machine de guerre intellectuelle. L'ambition, complètement folle pour l'époque, de Diderot et d'Alembert, c'était de compiler tout le savoir humain pour le rendre accessible à tous et, par ce simple fait, de détruire les préjugés à leurs racines. C'est colossal. Bien, on a posé le contexte, on a vu les combats, les armes. Maintenant, passons à la partie la plus concrète, la plus pratique pour vous. Comment on s'en sert pour construire une analyse solide le jour de l'épreuve? Je vous propose une méthode simple en 4 étapes. C'est une sorte de checklist mentale. Premièrement, on identifie la thèse. Qu'est-ce que l'auteur veut nous prouver? Deuxièmement, on repère sa stratégie. Est-ce qu'il le dit directement ou est-ce qu'il passe par la fiction? Troisièmement, on analyse ses outils, les procédés de style, l'ironie, les questions rhétoriques, le champ lexical. Et enfin, quatrième étape, la plus importante, on met tout en perspective. On relie le texte au grand mouvement des Lumières. Pour construire un plan de commentaire ou de dissertation, il faut des axes d'analyse. En voici 3 qui sont un peu des passe-partout pour les textes des Lumières. Soit le texte s'organise autour de la critique du pouvoir, qu'il soit politique ou religieux. Soit il fait l'éloge de la raison contre les préjugés, ou alors il explore la grande question du XVIIIe siècle, la quête du bonheur individuel ici et maintenant. Un dernier conseil, et c'est peut-être le plus crucial. L'erreur à ne jamais commettre, c'est la paraphrase. Ne vous contentez pas de décrire ce que dit le texte, analysez-le. La seule question qui doit vous obséder, c'est comment l'auteur s'y prend-il pour me convaincre? Il faut constamment faire le lien entre la forme, un procédé de style, et le fond, l'idée qu'il veut faire passer. C'est ça, analyser. Voilà, on arrive au terme de notre parcours. Il est temps de synthétiser les points essentiels et bien sûr de terminer par une ouverture pour continuer à faire travailler notre esprit critique. Donc si on doit retenir 4 choses, ce serait celles-ci. 1. Les Lumières sont avant tout un combat de la raison. 2. Ce combat a été mené sur les fronts de la tolérance, de l'égalité et de la liberté. 3. La littérature a été l'arme de choix de ce combat, avec des stratégies directes ou indirectes. Et 4. Pour réussir son analyse, la clé est de toujours lier la forme au fond. Et je vous laisse avec cette dernière question, une question ouverte. Ce combat pour la raison, pour la connaissance, contre les fake news, par exemple, est-il vraiment terminé? Si Voltaire ou Diderot vivaient aujourd'hui, quelle forme prendrait leur combat? Un livre, une chaîne YouTube, un podcast? Et surtout, qui sont nos lumières actuelles? La réflexion vous appartient. Merci de votre attention.